Grégoire, est-ce que vous connaissez Jean Sévillat? Bien sûr. Jean Sévillat est journaliste, critique littéraire et rédacteur en chef adjoint au Figaro Magazine. Vous avez fait 2 livres, Zita, Impératrice Courage et Le terrorisme intellectuel, qui ont bien marché, qui ont eu beaucoup de succès. Et vous publiez aujourd'hui Historiquement correct, toujours chez Perrin. Alors, appliqué à l'histoire, dites-vous, le politiquement correct s'appelle l'historiquement correct, c'est le nom de votre livre. Alors, vous dites que l'historiquement correct, finalement, c'est très intéressant, c'est analyser le passé avec les principes, les critères de notre époque. C'est-à-dire qu'on juge le passé à travers le prisme du présent. C'est ça, finalement. Absolument, c'est une vision de l'histoire qui est déformée parce que les faits, les hommes d'autrefois ne peuvent être compris que dans leur contexte. Aujourd'hui, on a tendance à analyser, dans une certaine culture médiatique un petit peu simplifiée, le passé avec les lunettes d'aujourd'hui. Alors, vous passez en revue l'histoire de France. On ne va pas ce soir, évidemment, faire comme ça votre livre chapitre par chapitre. Ça va de la féodalité donc à la guerre d'Algérie. Par exemple, vous parlez de la Révolution, vous parlez de la terreur. Vous dites que la terreur, c'est le principe totalitaire avant la lettre, que finalement, Robespierre et Staline, c'est un peu la même chose, quoi. Ah oui, c'est évident que la Révolution, mais tous les historiens maintenant conviennent, la terreur est dans la Révolution. Je ne dis pas que la Révolution, ce n'est que la terreur, mais si on parle de la Révolution, il faut parler des droits de l'homme, je veux bien, mais il faut aussi parler de la terreur. Et cette rupture a été grave de conséquences dans notre histoire. C'est des flots de sang, la Révolution aussi. Oui, les pays voisins, dites-vous, ont eu autant d'évolution sociale sans avoir besoin de la terreur. Absolument, sans terreur, sans dictature, sans... Alors vous touchez comme ça au sujet sensible, par Pie XII, par exemple, à qui on a beaucoup reproché pendant la guerre de ne pas intervenir. Ça a d'ailleurs été l'objet d'une pièce de théâtre et puis d'un film de Costa Gavras avec Mathieu Kassovitz qui s'appelle Amen. On en a beaucoup parlé ici. Alors vous dites, pendant la guerre, ni Roosevelt, ni Churchill, ni De Gaulle ont accusé l'Allemagne nazie d'exterminer les Juifs. C'est la vérité de l'histoire. Et Pie XII, pourquoi, dites-vous, on reproche qu'à Pie XII de ne pas l'avoir fait? Je pense que c'est plus une bagarre philosophique qu'on mène contre l'Église. Mais enfin, on sait que les historiens savent que Pie XII, à son époque, et avec ses moyens, est intervenu pour sauver les Juifs là où il le pouvait. Alors, sur la colonisation, vous notez que des gens comme Jules Ferry, comme Léon Blum, proclamaient à l'Assemblée nationale qu'il est du devoir des races supérieures d'aider les races inférieures. Alors, là où ça devient... Jusque-là, disons, bon. Mais là où vous dites, par exemple, l'Afrique a été décolonisée trop tôt. Je ne dis pas cela. Je dis que si on juge la colonisation et la décolonisation, il faut, comme dans toute l'histoire, il faut dresser une colonne avec les plus et une colonne avec les moins. Et aujourd'hui, on tente à juger l'histoire qu'avec une seule face. Mais l'histoire est toujours faite de 2 côtés, le bien, le mal, donc il faut tout peser. Rien n'est simple. L'historiquement correct, c'est d'abord du manichéisme. On simplifie, on dresse le camp du bien, le camp du mal. Mais du bien et du mal, il y en a dans l'histoire, mais il y en a dans tous les bords. Alors, sur l'Algérie, moi, c'est ce qui m'a... Il y a des parties de votre bouquin qui sont assez facilement admissibles. Mais sur l'Algérie, quand vous dites que l'Algérie n'a pas été exploitée par la France, mais qui a été secourue par la France. Oui, c'est une démonstration qui a été faite par des historiens de l'économie et des historiens de tradition de gauche. D'ailleurs, on s'aperçoit, on a fait les comptes, Jacques Marseille, qui est un homme qui venait de la gauche, a montré que l'empire colonial français a plus coûté à la France qu'il lui a rapporté. La colonisation, au départ, était une idée républicaine. On voulait apporter les droits de l'homme, le progrès, et il y a eu un effort financier tout à fait considérable. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de situation d'injustice sociale dans les colonies. Mais parallèlement à ces gens, on est d'accord, parallèlement à ces gens, c'est vrai que la colonisation au départ est une idée de gauche, parallèlement à ces gens qui ont dit on va apporter le progrès, les lumières à tous ces peuples, ce que fait Bush aujourd'hui d'ailleurs, parallèlement à tout ça, il y a quand même eu des gens qui ont fait suer le burnous, enfin je veux dire c'est évident. Bien évidemment, je ne le nie pas du tout, mais justement je dis qu'en histoire il faut dresser une colonne plus, une colonne moins. Je ne nie pas la colonne moins, mais je dis qu'il ne faudrait pas oublier la colonne plus, parce que la colonisation a aussi apporté un certain nombre de progrès au peuple d'outre-mer. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Vous en pensez quoi, Jean-Marie Duboucquin de Sévillat? Je crois que la colonisation, il ne faut pas la juger avec nos critères de maintenant, sinon c'est absurde. Mais en même temps, c'est vrai que c'est dommage de voir que la France, dans un certain nombre de pays, eh bien, a apporté à la fois beaucoup, elle a apporté cette idée de liberté, cette idée d'universalisme. Et je cite à un moment le Vietnam. Je cite ces gens qui, au Vietnam, les paysans qui venaient voir les soldats français prisonniers après Cao Bang, et ils leur disaient « Vive la France quand même ». Gérard, ça vous semble, aujourd'hui, vous trouvez ça, vous dites ça y est, c'est la droite décomplexée, c'est la droite qui revient arrogante et qui ose nous expliquer
que l'Algérie, finalement, c'est la France qui tendait la main, alors qu'en fait, ils sont allés là-bas pour... Les traiter comme des êtres humains, leur donner l'éducation nécessaire, et non pas les traiter comme des espèces d'esclaves et de gens soumis intellectuellement. Ça, c'est un type même du propos historiquement correct, excusez-moi. Je veux dire, vous simplifiez, je veux dire, l'histoire, c'est toujours le lieu... Non, je ne fais pas de simplification. Vous ne faites pas de raccourci, vous ne faites pas d'amalgame. Non, je n'en fais aucun. Ce que vous dites est juste. Ah, je n'ai pas d'islam. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, ce sont les historiens. Vous savez, dans mon livre, je fais parler les spécialistes, je fais parler les 150 historiens. Bien sûr, il y a des gens qui travaillent, qui recherchent, de toutes opinions d'ailleurs. Et oui, des chercheurs, et qui montrent le fruit de la recherche va souvent à l'encontre des idées reçues. On le sait bien. L'histoire est le lieu même de la complexité. On ne peut pas faire ni du manichéisme, ni de l'anachronisme en histoire. Je me nourris que de ce qu'on me donne, je veux dire, comme des informations. Écoutez, changez de lecture, lisez mon livre. Je le tiens à vous apprendre beaucoup de choses. Je vais essayer. Je suis sûr que vous y arriverez. Mais on va le traduire, C'est toute l'histoire de France, on voit à la fois des gens, il y a toujours deux partis dans l'histoire de France. Toujours des gens qui sont pour la monarchie, d'autres qui sont pour la Révolution. Et on dirait ça a continué tout le 19e siècle, tout le 20e siècle. Ils ont passé leur temps à se bagarrer. Et en même temps, ils rêvent de se rassembler sur un idéal commun. Et finalement, ils ont... Depuis longtemps. Mais il y a des rouspéteurs, des gens qui sont contre le clergé, puis il y a des gens qui sont très... pour la religion. Enfin, c'est un débat permanent en France. Et c'est ce qui crée un peu cette sorte d'instabilité. Et ce charme en même temps, ce charme parce que tout est toujours mis en question, tout est discuté. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je pense que dans la décolonisation, et c'est surtout mal passé dans les pays où on est resté très longtemps. Et notamment les pays où l'armée est partie et où elle fait rester, par exemple. Là, ça se passe pas très bien. Donc, je suis pas trop d'accord avec vous. Quand on leur a apporté quoi ? Qu'est-ce qu'on avait à leur apporter? Si intéressant. On a apporté des progrès techniques, on a apporté des progrès sanitaires, on a apporté un immense progrès qui a été la lutte contre l'esclavage. La lutte contre l'esclavage en Afrique a été un des effets paradoxaux de la colonisation. Bien que l'esclavage, qui est un fléau terrible, n'ait pas complètement disparu en Afrique, mais les Européens ont tâché de lutter contre l'esclavage. Il y a un acquis, il y a un positif de la colonisation, ce qui n'enlève pas ces phases d'ombre. Je n'ai jamais dit le contraire. Jean-Sébia, je vous posais une question. Est-ce que vous pensez que si les pays colonisateurs, à commencer par la France, qui n'a pas du tout le même type de colonisation que l'Angleterre, qui est plus marchande, la France, c'est une colonisation culturelle, sanitaire, etc. Est-ce que vous pensez que si ces pays-là avaient été colonisés jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'ils auraient un niveau de vie meilleur ou non? Sachant que ça aurait été pour leur bien, hein. Bah, c'est ce que je lui demande. Voilà. Je pense que si l'Afrique n'avait pas été colonisée, par exemple, je pense qu'elle n'aurait pas connu le niveau qui était le sien en 1960. C'est à peu près certain. Par quoi ça a été remplacé? C'est remplacé par les grandes compagnies pétrolières, par les grands trusts. Et croyez-vous qu'on a vu au Nigeria, croyez-vous que ça soit préférable? Finalement, ces pays qui n'ont plus de résistance, finalement, sont complètement exploités. Il n'y a qu'à voir à la fois c'est un héritage de l'occupation militaire précédente. Ça aurait été. Vous savez, ce qu'il y a d'affreux dans l'histoire, c'est que le plus fort bouffe le plus faible. Et ça, c'est affreux. Et quand c'est pas, on le voit bien. Les Américains étaient contre la colonisation française en Indochine. Ils ont remplacé les Français en Indochine. Et c'est pareil. Maintenant, on le voit en Afrique. Mais que dans certains domaines, la France a apporté une idée qui, à mon avis, est belle. C'est l'idée de liberté dans des pays qui, quelquefois, n'avaient pas. L'idée, même s'ils n'ont pas... Du droit des peuples à disposer. Et c'est toujours donner des leçons à des pays qui ont des cultures millénaires en leur imposant notre vision à nous de la liberté et de la démocratie. Ça s'appelle l'européocentrisme. C'est pas une culture millénaire d'avoir une dictature en Algérie aujourd'hui. Ça me paraît pas être une dictature millénaire. Donc, je crois que autant je suis pas pour la colonisation, loin de là. Je pense que le drame, c'est qu'on a fini la colonisation et qu'on en a retrouvé une autre et des dictatures terribles parce qu'il n'y a pas eu la capacité à construire des États forts qui permettent justement d'avoir une indépendance minimum. Que ce soit sur la colonisation, le cannabis, et si on aborde d'autres sujets, ce sera la même chose. Jean, vous êtes le bon. Non, pas du tout. C'est la culpabilisation permanente dont on a
arrêtez de faire l'apologie de la colonisation. Mais je ne fais pas l'apologie de la colonisation. Donnez-leur l'éducation. Vous caricaturez l'autre pour mieux le dénoncer. C'est tellement facile. Laissez-leur s'occuper de leur culture, de leur richesse. Ne les pillez pas. Et ensuite, on fera les comptes. Qui débarquent en Amazonie et qui filment les Amazoniens qui n'ont jamais vu ne prenez pas plus haut, vous avez une lutte. Bien, s'il vous plaît. Un mot. C'est bon, là. La France, quand même, parce qu'on a parlé des bons côtés. Nicolas, ce qui est extraordinaire. Vous voyez comment vous transformez les choses. Ne le dites pas. Mais c'est un mais ne le dites pas. Incroyablement totalitaire. Vous voulez pas qu'on aille bouffer après, qu'on se parle un peu parce que là, on se file rien. Jean Sévillard, est-ce que vous faites... Non, c'est clair. Est-ce que vous faites, Jean Sévillard, est-ce que vous faites du révisionnisme? Sûrement pas. D'abord, j'ai pas dit négationnisme, parce que tout le monde mélange les deux. Révisionnisme, c'est réviser l'histoire. Oui, dans ce sens-là, mais enfin, je n'aime pas l'ambiguïté sur le terme. Je fais, dans le livre que j'ai publié, je fais parler les historiens. Moi, je ne suis pas un spécialiste de tous les sujets que j'ai traités dans ce livre. Je suis critique littéraire, je suis historien, j'ai moi-même mes propres travaux, mais dans ce livre, je donne la parole aux chercheurs. Il y a 150, je cite 150 historiens aujourd'hui vivant en France, ils sont des gens qui travaillent, les résultats de leurs recherches détruisent un certain nombre d'idées reçues de celles qu'on entend au café du commerce ou trop souvent, malheureusement, à la télévision. Bien, vous êtes là. Pas d'ironie. Bien. C'est ce qu'on va faire. Alors, je vais vous dire. On va dire au revoir à Nicolas. On va dire au revoir à Sévilla. Au revoir. Merci d'avoir été avec nous. Voilà. Historiquement correct, c'est chez Perrin. Merci. Ça n'a aucune importance. Rappelle-le. Non, l'autre. Rappelle-le. Dupont-Aignan ? Oui. Il te plaît pas, lui ? Si, tout à fait, oui. Il est pour foutre des enfants. Rappelle-le. Nicolas ! Voir s'il revient. Nicolas, finalement, on veut que tu reviennes. Nico. Non, c'est Darman. Darman, il veut pas que tu partes. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.